L'intérêt que nous portons à l'usage langagier dans les films étrangers, ayant fait l'objet d'un double doublage français et québécois, est né du simple constat qu'il s'agit d'abord d'une pratique culturelle particulière, souvent commentée avec une certaine polémique par les cinéphiles. On a constaté d'un côté qu'un certain nombre de Québécois souhaitent se reconnaître dans les films doublés. En effet, dans les tribunes données aux cinéphiles, certains doublages réalisés en France ont suscité des critiques en raison d'arguments linguistiques, dont l'usage de mots typiquement français, tels les mots d'argot. Ce type de critique nous a semblé faire intervenir une question d'identité. À cette enseigne, une recherche sur les attitudes des Québécois, menée par Jacques Moret en 2008, a montré, entre autres, qu'une majorité de Québécois souhaitent entendre des doublages portés par des voix de comédiens québécois. D'un autre côté, l'Union des artistes du Québec défend l'idée que les doublages réalisés au Québec doivent être faits dans un français, et je cite, « apparenté au français international ». Autrement dit, selon notre compréhension, dans une langue française délocalisée, avec l'idée, entre autres, de faire oublier aux spectateurs qu'il s'agit d'une traduction. Le résultat de cette volonté de délocaliser le plus possible le français du doublage est cependant critiqué par d'autres cinéphiles québécois qui jugent que ce résultat est une langue artificielle. Il y a donc une forme de contradiction entre la volonté des cinéphiles de se reconnaître dans un doublage québécois et la promotion par l'industrie du doublage d'un style de français prétendu international. Les premières études qui se sont intéressées au doublage québécois, et pour certaines au double doublage, se sont inscrites dans le cadre de la traductologie et ont fourni des observations sur les stratégies de traduction utilisées. Il y a eu entre autres Plourde en 2000-2003 qui a étudié les doublages des séries de The Simpsons et de Flintstones, et aussi Von Flotoff en 2009 qui s'est intéressé au double doublage du film Chicago. Par contre, le doublage ne peut pas être réduit à une traduction. Bien d'autres aspects langagiers contribuent à inscrire un doublage dans la culture cible et à influencer la perception du public. Il y a bien sûr le vocabulaire, mais aussi les façons de mettre en mots les interactions verbales entre les personnages, les voix des personnages, des aspects de la prosodie, la prononciation également. À notre connaissance, aucune étude sur le doublage ne s'est penchée sur le rôle de ces diverses variables langagières et leur impact sur la perception des spectateurs. Il serait ainsi intéressant de savoir dans quelle mesure le doublage fait au Québec s'inscrit dans la culture québécoise. Dans quelle mesure le public reconnaît comme québécois un doublage réalisé au Québec par rapport à un doublage français. Le cas échéant, dans quelle mesure le public peut identifier des éléments linguistiques qui interviennent dans la reconnaissance d'un doublage québécois réalisé dans ce style. L'objectif général du projet, sous la direction de la professeure Reinke, est donc double. Le premier objectif est de caractériser sur le plan linguistique la langue entendue dans les films et dans les téléséries doublées au Québec, et plus spécifiquement, déterminer quels pourraient être les éléments linguistiques qui en permettraient l'identification par le public. Le second objectif est d'évaluer les perceptions des Québécois. Il s'agit de vérifier à l'aide de tests perceptifs si les Québécois se basent réellement sur ces éléments linguistiques pour identifier un doublage comme étant québécois. Au final, cette recherche devrait pouvoir répondre à la question générale « Qu'y a-t-il de Québécois dans les doublages réalisés au Québec? » S'il se trouve des caractéristiques du français parlé au Québec, est-ce que ces caractéristiques suffisent pour reconnaître un doublage comme étant fait au Québec? Cette recherche, qui s'inscrit dans un débat social et culturel d'actualité, devrait permettre de comprendre comment les doubleurs, c'est-à-dire l'équipe
qui procèdent à la réalisation d'un doublage, dont les traducteurs et les comédiens qui prêtent leur voix, comment les doubleurs réagissent face au défi d'offrir, dans le contexte que nous venons d'esquisser, des doublages qui permettent aux Québécois de se reconnaître. Permettez-moi, avant toute chose, de faire entendre 2 extraits qui, à plusieurs égards, illustrent bien le phénomène auquel nous nous intéressons. Des extraits d'une série québécoise intitulée Sophie Paquin, et aussi les doublages français et québécois d'un film américain, une comédie, intitulée Knocked Up. Excusez, je cherche ma souris, puis j'en ai pas. Puis, le consultant en difficulté personnelle. Il est aussi crosseur que mon frère, si tu veux mon avis. C'est comme ça que tu parles de ton frère devant la jeune fille à l'accueil? Maman, Brigitte a toute ma confiance, elle. Je peux pas en dire autant de Damien. Qui est en Inde. Hein? Depuis combien de temps? J'ai reçu une carte ce matin. Attends. Je comprends pas, là. Il est déjà sorti. Mais je t'ai dit que tout s'était arrangé à l'amiable. Il y a personne qui va en prison pour des ventes pyramidales. Je quadruple vos profits. Qui dit oui à 36 000 $? Comment? Jocelyn, good! Et mon premier brave? Je vous arrête pour fraude. C'est quoi la joke, là? Oh, OK, hey. Alors, le consultant en difficulté personnelle? Aussi débile que mon frère, si tu veux mon avis. C'est comme ça que tu parles de ton frère devant la jeune fille à l'accueil? Maman, Brigitte a toute ma confiance et je ne peux pas en dire autant de Damien. Qui est en Inde. Depuis combien de temps? J'ai reçu une carte ce matin. Attends. Je comprends pas. Il est déjà sorti? Je t'ai dit que tout s'était arrangé à l'amiable. Personne ne va en prison pour des ventes pyramidales. Je quadruple vos profits. Qui dit oui à 36 000 $? Jocelyn! Bien. Et mon premier courageux. Je vous arrête pour fraude. C'est quoi cette blague? Oh, hey, d'accord. Est-ce que t'as la grippe? J'en sais rien. J'espère que t'es pas enceinte. C'est impossible, il faut une relation sexuelle pour être enceinte. Piqué? Ouais, c'est Brent. Allison vient de dégobiller. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle est sûrement enceinte. Shit. Qu'est-ce qu'elle a l'air en ce moment? D'une fille qui vient de réaliser qu'elle est enceinte. Non, écoute, non, je peux pas être enceinte. Je vais dire... C'est arrivé il y a 8 semaines, je crois, c'est ça, oui. Est-ce que tu as été menstruée? Oui. Je l'ignore, shit. Je l'ignore, je suis incapable de m'en souvenir. J'avais beaucoup de stress au travail et je me rappelle pas de mes dernières règles. Est-ce que t'es le genre à pas savoir que t'es enceinte avant d'aller t'asseoir aux toilettes et qu'un enfant se présente? T'arrêtes de rigoler, ok? Arrête de rigoler, tout ça, c'est très sérieux. Je le connais, moi. Oui, tu sais, il était pas très grand, enrobé, blond, il est aussi très frisé. Avec l'homme à la poitrine. Oui. Tiens, regarde, tu peux le voir sur mon téléphone. Regarde ça. Je vis dans ton téléphone. C'est la plus belle soirée de ma vie. Faut que j'aille pisser. Ouais. Extra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as une gastro? J'en sais rien. Eh ben, j'espère que t'es pas enceinte. C'est impossible, faut coucher avec quelqu'un pour être enceinte. Becca, c'est Brent Pasteur 5. Allison vient de dégueuler. Bah ouais, c'est ce que je lui ai dit, elle doit être enceinte. Bah ouais. Enceinte? Quelle tête elle fait? Bah la tête d'une nana qui vient de se rendre compte qu'elle est enceinte.
Non, attends, je peux pas être enceinte. Je veux dire, combien de temps... Ça fait quoi? 8 semaines? Il y a 8 semaines, c'était quand? T'es chamboulée au niveau des règles? Non. Ou alors... C'était quand, ça? Quand est-ce que je les ai eus? J'arrive pas à m'en souvenir. C'est mon boulot. Je stresse tellement que je sais même plus si j'ai bien eu mes règles. T'es le genre de nana qui se demande si elle est pas enceinte le jour où elle est sur les toilettes et qu'il y a un bébé qui sort? Sois sérieuse une seconde. J'ai aucune envie de rire. Tu comprends? Je suis inquiète. Je connais le père? Oui. C'était en boîte, le type taille moyenne, un peu enrobé, bouclé, genre châtain. Tu te rappelles pas? Le mec au beau petit lolo. Oui. Attends, j'ai une petite vidéo de lui sur mon portable, regarde. J'habite dans ton portable. Ah. C'est la meilleure soirée de ma vie. Faut que j'aille pisser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Chut. Constat général qui peut être fait. La langue parlée dans Sophie Paquin, production québécoise, diffère de celle de son doublage français. Vous l'avez remarqué. On reconnaît cette langue parlée comme québécoise notamment par la présence de traits typiques, de prononciation et sans traits de langue qui font trop familier par ailleurs. En revanche, la différence de langue parlée dans les doublages québécois et français de la comédie américaine Knocked Up est moins tranchée, de loin moins évidente. Mis à part de rares éléments du lexique qu'on attribue aisément au français, dont nana pour désigner une fille, les différences sont quand même limitées. Pas mal limitées. Notre présentation ne portera que sur une catégorie d'éléments linguistiques observés dans le doublage québécois, à savoir celle en rapport avec la prononciation des voyelles et des consonnes. Cette présentation relève ainsi du premier objectif, à savoir caractériser sur le plan linguistique le modèle de prononciation du doublage québécois. Nous entendons présenter ici, à grands traits, quelques résultats obtenus à partir d'un corpus de 11 films doublés au Québec et en France. Les caractéristiques phonétiques ainsi que d'autres variables linguistiques, lexicales et morphosyntaxiques, que je n'évoquerai pas ici dans le cadre de cette présentation, ont été analysées en fonction du genre des films et des téléséries, c'est-à-dire selon qu'il s'agit de films d'animation, de comédie ou de suspense, selon un découpage en séquences représentant différentes situations de communication dans le but de contraster celles clairement formelles et informelles. Notre présentation livre des résultats de 10 d'entre eux, de 10 donc doublages français et leur contrepartie québécois. En effet, nous avons rejeté le film Astro Boy, ici, parce que le jeune doubleur personnifiant Astro Boy se détache de tous les autres doubleurs sur le plan linguistique. En effet, plusieurs traits typiques du français québécois ont été relevés chez cet enfant, au point où ces résultats brouillaient les analyses d'interaction entre les variables à l'étude, c'est-à-dire la variable genre et type de situation. Les statisticiens appellent ça un cas aberrant. Et dans ce temps-là, on les retire donc des sujets. Premier constat général. Si on se fie aux aspects de prononciation, les résultats mettent en évidence la quasi-absence des traits de prononciation typiquement québécois dans les doublages québécois, y compris les traits de prononciation typiques, dont l'usage est aujourd'hui jugé comme tout à fait correct, quelle que soit la situation de prise de parole, à un tel point que ces traits typiques sont entendus maintenant chez des chefs d'antenne. Voyons maintenant quel sort est réservé dans tous ces films aux prononciations typiques du français québécois. Affrication des consonnes T et D. Pour les non-linguistes, je vais vous donner un exemple des deux façons de dire. On parle d'affrication, c'est cette caractéristique de prononcer ti et tu, di et du, c'est-à-dire les consonnes T et D devant les voyelles I et U. Comme dans « dis-moi » au lieu de « dis-moi ». Titubé au lieu de « titubé », individu au lieu de « individu ». Longtemps considérée comme une prononciation fautive que les communicateurs devaient réprimer, l'affrication, ou qu'on appelle aussi assimilation, s'est lentement affranchie des préjugés et elle est entendue maintenant dans la bouche des personnes les plus soucieuses de bien s'exprimer.
Au mieux, elle est légèrement moins énergique chez certains communicateurs des médias qu'elle ne l'est chez les Québécois n'ayant pas la communication publique comme métier. De plus, elle n'est pas totalement absente de l'oralité des Français. Quoi qu'il en soit, comme on peut le voir sur la diapo, c'est en bleu. Le bleu, c'est les taux observés dans les doublages québécois, ce qui est orange dans les doublages français. Donc, quoi qu'il en soit, comme on peut le voir sur la diapo, elle est à peu près produite dans les 10 films, elle est 10 films analysés, mais fort peu. Chose peut-être surprenante pour certains, les doubleurs français de la version en cloque mode d'emploi en ont même produit plus que leurs collègues québécois de grossesse surprise. Autre trait typique qui est intéressant d'observer, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des voyelles hautes I, U et OU. Qu'on peut observer, vous allez l'entendre, on va dire une vigne ou une vigne. Donc, en fait, la version française, elle était un peu plus, ce qu'on appelle prononcée pointue. Bulle plutôt que bulle. Courte plutôt que courte. Au Québec, évidemment, ce sont les premières qu'on entend de façon générale. Longtemps considérée comme une prononciation à éviter, notamment dans la langue officielle de la Société Radio-Canada, l'ouverture des voyelles hautes s'est aussi affranchie des préjugés. Elle s'entend maintenant dans la bouche des communicateurs des médias, parfois peut-être un peu plus pointue dans celle de certains chefs d'antenne, cependant. Mais quand même, on l'entend fréquemment dans la bouche des chefs d'antenne. Comme on le voit, comme on peut le voir sur la diapo, cette prononciation a été peu observée dans les doublages québécois. En fait, dans Penguins, de l'ordre de 2,5 % sur un ensemble, peut-être de 300 ou 400 possibilités. Alors, on voit donc que ce sont presque des traces par rapport à ce que ça aurait pu être si une personnalité des médias québécois avait pris la parole, où l'on aurait vu des taux de 100 %, finalement. Autre trait, pour lequel je n'ai pas de diapo, c'est la prononciation du A. Dans la langue spontanée des Québécois, la voyelle A, en finale de mot, s'entend A. Bien, souvent, vous allez entendre un repas. Canada. J'en veux pas. La tendance est lourde au Québec pour cette prononciation. Toutefois, dès que la situation était un peu plus formelle, bien des Québécois francophones vont prononcer plutôt A, un repas, Canada. Voyelle dotée plutôt d'un certain prestige. Chez les doubleurs québécois, on n'entend jamais la prononciation A, mais plutôt A, voire bien souvent dans une voyelle plutôt centralisée, une voyelle A plutôt centralisée, A ou quelque chose de ce genre que j'ai du mal à produire moi-même, bien proche de celle des Parisiens. Autre trait, les voyelles nasales. Les prononciations les plus malmenées déploraient au début des années 1960 les linguistes qui étaient rompus à la correction linguistique et à l'enseignement de la diction. Leurs doléances n'ont pas vraiment eu de résultat, puisque ces nasales se sont maintenues et sont encore employées. Prenons la voyelle « in », qui est reproduite donc dans l'orthographe par par les graphèmes IN, EIN, AIN. Les Québécois, en grande majorité, et quelle que soit la situation de communication, prononcent « in », ce que les Parisiens prononcent « un ». Par exemple, du pain, enceinte, comparativement à des Québécois qui le diraient plus naturellement, du pain, enceinte, une main. Mis à part quelques chefs d'antenne, la tendance est bien présente également chez les communicateurs des médias. Certes, on entend cette prononciation à quelques reprises chez les doubleurs québécois, mais comme vous pouvez voir, les pourcentages sont presque marginaux. Autrement dit, le doubleur québécois utilise surtout la variante 1, beaucoup plus proche de la façon de prononcer chez leurs collègues québécois et français. Du reste, si vous avez une bonne mémoire,
dans les extraits de grossesse surprise et en cloque mode d'emploi, vous avez vu que lorsque les deux doubleuses disent enceinte, elles le disent tout à fait de la même façon. On n'a pas pu entendre vraiment de différence. Ce que dans la vraie vie, on aurait pu. Autre voyelle. Autre voyelle nasale. Écoutez-moi bien. La prononciation « en », comme dans un chant, un rang, l'an, est une prononciation qui est très fréquemment entendue chez les Québécois. Bon, il est vrai qu'elle serait légèrement en recul à Montréal, chez les jeunes, au profit d'une prononciation plus postérieure, comme « en », chant, rang, long. De plus, elle est beaucoup moins fréquente chez les personnalités de nos médias, comme l'a bien montré Caroline Aymon dans une recherche qu'elle a menée sur les voyelles nasales chez les lecteurs, chez les chefs d'antenne. Quoi qu'il en soit, elle est encore utilisée beaucoup, entendue beaucoup au Québec, et à peu près inexistante dans les doublages québécois que nous avons analysés. Là où c'est la variante postérieure qui domine. Comme vous pouvez voir, la variante « en », qu'on va appeler québécoise très typique, est à peu près utilisée de façon très marginale dans les doublages que nous avons analysés. C'est presque des traces. Et on peut se demander quelquefois si, en fin de compte, ce n'est pas une erreur du doubleur. On peut même y entendre, de la bouche de certains doubleurs québécois, une variante toute parisienne, à savoir une prononciation proche de « on ». Pour dire un chant, le chon. Pour dire lent, long. Pour dire blanc, blond. Presque à la limite du blond. Alors, on voit que même on voit bien que cette variante du « en » est plus souvent entendue chez les doubleurs français, mais quelquefois, il y a certains donc de leurs collègues québécois chez qui on peut les entendre aussi. Les Québécois ont des voyelles longues, ce que les jeunes générations de Parisiens n'ont plus. Par exemple, si on prend les cas qu'on a ici, tu agis comme un lâche. Alors, écoutez bien la longueur du mot lâche. Je veux dire, c'est long et ça ne finit plus. C'est pas de ta faute. On fait la fête. De plus, les Québécois allongent les voyelles en syllabes fermées par les consonnes reveuse-je. Justement, donc en fin de groupe rythmique, comme c'est le cas ici, elle avait peur. Elle y était hier soir. La porte était close. Elle portait une robe rouge. Elle se trouve dans sa loge. Elle est à la cave. C'est la façon normale de parler, de dire chez les Québécois. C'est un trait typique que cet allongement des voyelles suivi par reveuse-je, disons, sous l'accent de groupe rythmique, comme aussi d'allonger les voyelles qu'on a vues dans le mot lâche, dans le mot tête, fête, faute, etc. L'analyse des doublages montre que les doubleurs québécois s'alignent de nouveau sur leurs collègues français par rapport à ces deux traits typiques. Comme on peut voir, il y a même, dans certains cas, des longueurs qui ont été, un nombre de longueurs plus grand dans certains doublages français par rapport donc au doublage québécois. En principe, donc, ce qu'on voit, c'est aussi un effet de film, bien sûr, parce qu'il y en a des longueurs, un plus grand nombre de longueurs dans certains, mais en fait, on aura pu s'attendre à voir beaucoup plus dans les doublages québécois de voyelles allongées ou de voyelles longues. Donc, on voit donc qu'il y a ici, dans les doublages québécois, une sorte de répression, si on veut, d'un trait typique du français québécois. Inutile de préciser qu'aucune diphtongaison des voyelles longues ou allongées, pourtant fréquente dans la langue des Québécois, s'y entend. Parce qu'en fait, on aurait pu prononcer ceci comme « t'as agi comme un lâche »,
avec une diphtongaison, un trait typique du français québécois, très fréquent. C'est pas de ta faute, avec donc une diphtongaison sur le O. On a fait la fête, donc une diphtongaison du « est ». Comme on aurait pu aussi diphtonguer, comme un Québécois aurait pu diphtonguer, elle avait peur, donc une diphtongaison du « e ». Il y était hier soir, ou hier soir, c'est selon, en fin de compte, le type de diphtongue. Inutile de vous dire, donc, que dans le doublage québécois, ce genre de trait n'apparaît pas. Toutefois, il y a une prononciation qui s'entend clairement dans les doublages québécois et qui tend à être moins entendue dans les doublages français. C'est la prononciation « un », que les Parisiens tentent à prononcer « un ». Assez documenté, les Parisiens prononcent de moins en moins cette voyelle au profit donc de dire du « un ». Ce qu'on constate sur cette diapo, c'est que là, cette fois-ci, dans le doublage québécois, ce qu'on voit, c'est presque une production complète et permanente, donc du son 1, alors que chez leurs collègues français, ce taux de production est plutôt est plus bas. Autrement dit, de tous les traits typiques phonétiques que l'on a vus, de tous les traits typiques québécois, le doublage québécois ne nous en fait entendre qu'un seul, à toute fin pratique, et c'est la voyelle 1 par rapport donc toujours au doublage français. En conclusion, on peut donc dire que les prononciations typiques du français québécois sont quasiment jamais entendues dans les doublages faits au Québec. Pourquoi un tel registre de prononciation qui ne rend pas compte des usages typiques des Québécois, y compris de ceux qui sont sans marque particulière aux oreilles des Québécois? J'entends par exemple l'affrication, l'ouverture des voyelles, qui en fin de compte reste neutre aux oreilles des Québécois. Pourquoi un tel registre de prononciation qui ne rend pas compte non plus des variations linguistiques entre les personnages, pourtant souvent présentes dans les versions originales? Il y a donc dans ce cas absence d'équivalence stylistique, équivalence souvent recherchée par les traducteurs. Pourquoi un tel registre de prononciation pour le doublage, alors que cette pratique ne s'observe pas dans le cinéma québécois, dans les séries québécoises, où là, il y a une parfaite licence, on utilise la langue locale, la langue spontanée des Québécois, et de tous les registres aussi du français québécois. Nos recherches nous ont dirigés vers quelques raisons données par l'Union des artistes. On a évoqué des raisons commerciales, c'est-à-dire vendre le produit, le doublage québécois, aux autres francophones. Il y a des problèmes avec ça, dont on pourra peut-être discuter plus tard. On ne connaît pas ce marché. Et c'est donc une information difficile à obtenir. On a aussi fait valoir un parti pris traductologique, c'est-à-dire de faire oublier au public qu'il s'agit d'une traduction. C'est-à-dire donc en évitant de localiser au Québec une histoire qui se situe ailleurs. On permettrait par à coup aux spectateurs d'oublier qu'il s'agit donc d'une traduction, c'est-à-dire de le remettre, si on veut, dans le pays d'origine, tout en étant en français. Des comédiens doubleurs font valoir aussi que le doublage a commencé pendant une période particulière de l'histoire sociolinguistique du Québec, qui était celle de vouloir corriger la langue des Québécois et la rapprocher du français de référence. Des doubleurs nous ont aussi dit que, de toute façon, au début du doublage au Québec, c'était des doubleurs français qu'on engageait et qui ont donc imprimé une sorte de tradition de français international sur les voix des acteurs étrangers. Le doublage fait dans ce style de langue parlée depuis ses débuts. Fatalement, ça devient des pratiques ancrées dans le milieu du doublage, non remises en question. Et en plus, qui s'accompagne chez les doubleurs et pour l'équipe de doublage d'un désir de ne pas heurter les habitudes d'écoute des Québécois. On a aussi suggéré, la professeure Anke et moi-même, dans des écrits, que le maintien aujourd'hui de ce type de langue parlée cherche à répondre, dans une certaine mesure,
au désir du public québécois qui est mal à l'aise en voyant l'autre, avec un grand A, là, non québécois, je parle de l'acteur étranger, Bruce Willis potentiellement, donc en voyant l'autre non québécois ou non canadien s'exprimer comme lui. Donc, ça serait une façon de ménager l'insécurité linguistique de la population. En effet, si les Québécois sont mal à l'aise devant un acteur étranger, de voir un acteur étranger parler comme lui, si cela est vrai, ça suggérerait l'existence d'une forme d'insécurité linguistique chez les Québécois. Et ça suggérerait en même temps que les Québécois jugent illégitime leur variété de français, tout au moins quand elle est entendue sur les lèvres d'acteurs non québécois ou non canadiens. Merci.